Merci beaucoup. Effectivement, on va changer un petit peu de registre avec ce papier publié récemment dans le Journal of Nuclear Cardiology sur eh bien, l'évolution de la charge amyloïde en scintigraphie chez les patients traités par tafamidis. Alors, très brièvement, la scintigraphie, évidemment, toutes et tous ici, on sait très bien qu'on s'en sert pour le diagnostic, mais uniquement quelque part pour le diagnostic, couplé bien évidemment au bilan de gamma-pathie monoclonale qui exclut l'amylose AL. Et l'idée, depuis quelques années, c'est de se dire que à cette scintigraphie, il serait possible de rajouter des paramètres quantitatifs pour pouvoir avoir une idée de la charge amyloïde. Et ça pourrait être très intéressant. Alors, non seulement pour le diagnostic, parce que ça permettrait d'avoir quelque chose de plus fin que le grade de pérugénie qu'on utilise actuellement, mais surtout pour le suivi des patients. Et ça, c'est extrêmement important à l'époque où, aujourd'hui, les options thérapeutiques vont aller en se multipliant. Et donc, il va être absolument fondamental d'avoir on va dire, des arguments objectifs pour s'assurer de l'évolutivité sous traitement, couplé bien sûr à la clinique, à la biologie et à l'échocardiographie. Donc, dans cette perspective, cette étude qui a évalué l'évolution de 22 patients qui ont été traités par tafamidis entre 2020 et 2022 dans un centre nord-américain, qui ont été suivis cliniquement tous les 6 mois, et chez qui a été réalisé donc le protocole de scintigraphie suivant, donc à 10 mégabecquerel kilo de biphosphonate technétié, comme la posologie habituelle, et puis une imagerie à 1 heure, alors potentiellement aussi des images tardives pour le diagnostic initialement, mais ensuite c'était des imageries à 1 heure, sur une caméra hybride avec un scanner pour la correction d'atténuation. Et ils ont fait comme type de mesure 2 choses. Ils se sont intéressés à un volume d'intérêt qui était soit les ventricules au global, et ça c'est assez facile à faire sur un scan non injecté, soit le ventricule gauche seul, et ça pour le coup c'est beaucoup plus difficile. On en reparlera tout à l'heure. Et sur ces volumes, ils se sont intéressés à différentes métriques, donc la SUV, donc une mesure relativement classique quand on parle de quantification de charge amyloïde. Donc la SUV sous différentes formes, donc une SUV maximale, une minimale, et puis aussi un volume de SUV au-dessus d'une valeur prédéfinie. Et puis, autre chose qu'on voit aussi souvent dans les quantifications de charge amyloïde en scintigraphie, c'est le pourcentage de dose injectée. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est moins sujet à être modifié par le poids, par rapport à la SUV qui est poids dépendant. Le pourcentage de dose injectée ne l'est pas. Donc, chez des patients qui ont une cardiopathie amyloïde et qui sont sujets potentiellement à des grosses variations de volémie, eh bien, ce paramètre qui est le pourcentage de dose injectée, spontanément, il a l'air d'être assez intéressant. Et l'autre chose, c'est que ces valeurs, ils les ont corrigées, plus ou moins corrigées du bruit de fond qu'il existait au niveau de l'aorte, afin de pouvoir enlever on va dire, la résiduelle qui restait dans le secteur vasculaire, et pour vraiment avoir quelque chose qui reflète bien l'état de la charge amyloïde dans le myocarde. Je vous mets juste un tout petit début de résultat, c'est juste pour vous montrer que globalement, ils ont fait 3 évaluations pour les patients. Donc vous verrez sur les graphiques de résultats à venir 3 couleurs à chaque fois. Le bleu, c'est la baseline avec les 22 patients. Le rouge, c'est l'évaluation finale qui a eu lieu environ 17 mois de l'évaluation initiale. Et puis en vert, vous verrez au milieu, donc il y a moins de patients, c'est ceux qui ont été réévalués une fois de manière intermédiaire, donc à 11 mois. Donc pas tout à fait au milieu, plutôt dans la deuxième partie. Donc quand vous voyez ces 3 couleurs-là, en fait, il faut voir que les patients verts, ils sont quand même plus vers la deuxième partie de traitement. Ça fait déjà quasiment 10-12 mois qu'ils sont sous tafamidis, puisque le tafamidis lui-même a été initié environ 1 mois et demi en moyenne après la scintigraphie initiale. Donc juste une toute petite image, parce que c'est toujours, quand on parle d'imagerie, c'est sympa de voir de quoi on parle. Globalement, voilà les 2 volumes d'intérêt dont je vous parlais. Donc en rouge, le volume de l'ensemble des ventricules, et puis en bleu, la segmentation du ventricule gauche. Donc clairement, plus facile à faire quand les patients sont positifs, parce que c'est plus facile de limiter le VG. Chez les patients qui sont pérugénie 0, par exemple, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Là, en l'occurrence, dans cette étude-là, c'est vrai que c'est un peu plus parlant. Donc sur ces volumes, pardon, j'ai une slide avant sur la population, bien sûr. Donc population des patients de 77 ans en moyenne, majoritairement des hommes, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec une fonction rénale aux alentours de 62 DFG. Pour ainsi dire, quasiment tous des wild type. Il y avait un seul qui avait une TTR héréditaire, et puis les fractions d'éjection à 52,5, plus ou moins 15% de fractions d'éjection.
Alors, pour les résultats, brièvement, donc on va faire en plusieurs temps. Le temps d'en haut, c'est en ce qui concerne la ligne du haut, c'est la SUV. Et en bas, le pourcentage de doses injectées. Et globalement, ce que vous voyez, c'est que on a tout de même une diminution de ces paramètres quantitatifs de charge amyloïde en fonction du temps, puisque que l'on regarde la SUV en haut à gauche classique ou la SUV corrigée du bruit de fond qu'il y a dans l'aorte, au milieu et à droite, parce qu'ils avaient deux mesures de bruit de fond différents, eh bien, on a quand même de manière significative une diminution de la SUV lors de la scintigraphie intermédiaire puis terminale. Et en bas, le pourcentage de doses injectées avec quelque chose qui est alors un peu dans le même état d'esprit, mais vous voyez que si on ne corrige pas du bruit de fond dans l'aorte, ça ne sort pas pour le pourcentage de doses injectées. En revanche, dès lors qu'on commence à corriger, on se retrouve avec un pattern qui finalement ressemble relativement à celui de la SUV, donc une diminution significative de la charge amyloïde sous tafamidis. Après, donc, selon les patients, environ 12-15 mois de traitement. Une autre représentation qui est faite dans l'article, celle de l'évolution de ces paramètres en fonction du temps. Donc, je vous ai dit que on avait en bleu l'initial, en rouge le final, et puis en vert l'évaluation intermédiaire. Globalement, si on met ça en fonction du temps, on voit que au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la scintigraphie initiale et de la mise sous traitement, eh bien, on a une diminution progressive de cette charge amyloïde, que ce soit avec la SUV à gauche ou avec le pourcentage de doses injectées à droite. Et puis, autre chose qui a été fait, puisque il y a eu deux évaluations par les auteurs, c'est de voir la reproductibilité. Alors, clairement, ce n'était pas l'objectif, hein, ce n'était pas une étude de reproductibilité, mais dès lors qu'on se pose la question de savoir s'il existe une diminution, en tout cas une modification d'un paramètre quantitatif d'imagerie au cours du suivi, bah, c'est logique de s'assurer déjà qu'on est capable de manière reproductive de mesurer la même chose. Et là, encore une fois, même si ce n'est pas une étude qui est designée pour, on se retrouve avec des paramètres de reproductibilité qui sont vraiment excellents, que ce soit pour la SUV en bas à gauche ou pour le pourcentage de doses injectées en bas à droite. Donc, les conclusions de tout ça, c'est qu'effectivement, il existe une diminution significative de la charge amyloïde quand elle est évaluée de manière quantitative à l'aide de cette scintigraphie. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans d'autres petites études, hein. Pour l'instant, on n'a que des petites études avec quelques patients, mais globalement, il y a un consensus pour voir que ces paramètres quantitatifs sont quand même plus informatifs clairement que les paramètres semi-quantitatifs qui étaient utilisés dans la littérature il y a jusqu'à présent, enfin, je veux dire, ces dernières années. Et ça ouvre la porte à une évaluation potentiellement dans le suivi des patients qui vont être traités pour pouvoir apporter des arguments pour savoir si il doit y avoir un relais vers un autre traitement ou une bithérapie. Ça fait partie des questions qu'on devra se poser dans les années à venir avec on va dire, la complexification du schéma thérapeutique de ces patients avec cardiopathie amyloïde et potentiellement, donc, la scintigraphie quantitative pourra y jouer une place. Alors, dans la limite, c'est que, bon, comme souvent dans ce genre de papier, hein, c'est une petite étude avec très peu de centres, qui est en l'occurrence monocentrique et sans données très élaborées sur le statut clinique des patients, notamment sur le savoir s'ils étaient répondeurs, que sont devenus leur classe INYHA, leur signe congestif. On n'a pas spécialement les infos, ni non plus de savoir exactement pourquoi ils avaient été adressés en scintigraphie osseuse. L'autre chose, c'est que ça nécessite du matériel qui est quand même assez spécifique, hein. C'est des caméras nouvelle génération qui sont pour l'instant pas encore complètement... Enfin, elles sont en train de se développer, hein. Clairement, il y en a de plus en plus, mais tout le monde n'est pas encore capable de faire ça. C'est des choses qui sont aussi très consommatrices en ressources, notamment en temps, de reconstruire une image et de la quantifier, même si là, encore une fois, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a des papiers qui sont passés on va dire dans le contexte de quantification de charge amyloïde qui disent que l'intelligence artificielle nous fait gagner pas mal de temps. Et puis le dernier point, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la reproductibilité qui est encore incertaine, c'est-à-dire qu'on attend ces données pour savoir un peu quels paramètres vont être les plus reproductibles, les plus adaptés au suivi de ces patients avec cardiopathie amyloïde. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible pour pouvoir essayer d'y répondre. Merci Damien pour cette intéressante étude. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Euh, Il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est la présentation
donc baseline, first follow-up et final follow-up, parce que, en fait, si j'ai bien compris, il y a 60% des patients qui n'ont eu qu'un seul follow-up et donc 40% donc, dont le first follow-up est en fait le final follow-up. Alors, ils disent qu'il y a une différence significative entre le baseline et le précoce et qu'il n'y a pas de différence significative entre le first follow-up et le final, ce qui n'est pas très étonnant finalement. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Enfin, Si, si, surtout qu'il y a finalement assez peu de temps qui se passe. Hop, je peux retourner sur la slide. Il y a finalement assez peu de temps qui se passe entre l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale, qui s'est passé 5 mois. oui. Donc effectivement, l'évaluation intermédiaire, elle est à prendre un petit peu avec des pincettes, du fait que c'est un très faible nombre de patients et qu'elle est finalement assez proche de l'évaluation terminale, effectivement. Et puis, méthodologiquement aussi, c'est vrai que ce qui est comparé, c'est les valeurs quantitatives. Mais par exemple, moi, j'aurais bien aimé, vous savez, les graphiques où est-ce qu'on voit chaque patient, comment il évolue au fur et à mesure du temps. Parce que c'est une chose d'avoir une population générale qui diminue son score. Mais c'est vrai que de patient à patient, alors ils disent au final, hein, dans la conclusion, que quand ils regardent, il y a 82% des patients qui vont avoir une diminution de euh, de leur charge amyloïde. Mais encore une fois, ils diminuent de manière quantitative chez 82% des patients, mais les seuils de reproductibilité ne sont pas encore tout à fait définis pour ces différentes métriques. Alors, il y a des questions dans le chat de Thibaut. Donc, comment expliquez-vous la diminution de la fixation? Et y a-t-il un lien entre la diminution de la fixation et les autres marqueurs cardiaques, NT-pro, BNP, troponine, strain? Je crois que Alors, c'était je pas. vais répondre brièvement, c'est vrai qu'on est pris par le temps. Alors, pour les biomarqueurs, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de données cliniques et biologiques chez ces patients, donc je n'ai pas la réponse. Et comment on explique la diminution de ces paramètres quantitatifs? Là encore, je n'ai pas la réponse. Une hypothèse, alors qui est, je sais pas, enfin, ça repose sur rien de très probant, c'est de se dire que si on bloque l'arrivée de nouvelles fibrilles amyloïdes et qu'on bloque la maladie, peut-être qu'il peut exister, alors c'est très supputatif, hein, mais il y avait des auteurs qui disaient qu'il pouvait exister un fond de clairance résiduelle dans l'organisme et qu'en fait, le fait de bloquer la maladie fait que bah, le si peu que l'organisme est capable d'épurer, on pourrait avoir cette diminution. Mais encore une fois, là, on n'a pas beaucoup de données là-dessus et le résultat même de savoir si on allait avoir une diminution de la charge amyloïde, c'était quelque chose dont on ne savait pas. On s'attendait peut-être à une stagnation de ces paramètres, éventuellement à une... Tout était possible. Donc, visiblement, ça descend. Pourquoi ça descend? Je ne serais pas capable de répondre avec une absolue certitude. Peut-être cette histoire de clairance résiduelle, mais qui, encore une fois, là, à la date d'aujourd'hui, me paraît assez supputative. Donc, Thibaut demande aussi si la scintille est un marqueur du degré d'infiltration ou du processus actif d'infiltration, autrement dit la fibrilloformation intracardiaque. Est-ce qu'on a là un marqueur biologique de l'efficacité d'un traitement comme le tafamidis? Alors ça, je ne sais pas du tout. Effectivement, ça pourrait être une explication aussi du fait qu'il y ait une diminution significative de la charge, de la quantification. C'est une possibilité, mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à cette question-là. Je sais pas du tout. Peut-être, peut-être. Si c'est le cas, ça expliquerait en partie la diminution, oui. Bon, en tout cas, Thibaut conclut, en tout cas, ça démontre que la fixation de la scintille peut régresser. Tout à fait, tout à fait. Et en soi, c'était une première surprise parce qu'on aurait très bien pu avoir une stagnation. Oui, oui, effectivement, ça peut diminuer. Je Merci te à pose tous. je m'étais, désolé, juste pour un dernier mot, c'est que on n'a pas les données initiales et individuelles. Donc on se demande si tous avaient des scores 2 ou 3. C'est pas trop quel était le le degré initial d'infiltration. Si, tous positifs, visiblement. Tout à fait. Je me permets de conclure parce qu'on arrive à 14 heures. Merci à Antoine et Damien pour leur topo très intéressant, à Charles et à Jean-Christophe pour la modération. Prochain rendez-vous dans 15 jours, le 13 février à la même heure. Bon après-midi à tout le monde et au 13 février. Merci. Bon Merci, au après-midi. revoir.